Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui se nomme La Résilience. C'est un endroit où tu retrouves différents témoignages, différentes histoires, que ce soit en interview ou anonymement, ce qui est effectivement le cas aujourd'hui. Une femme qui m'a fait confiance a voulu raconter son histoire de manière anonyme. Donc j'ai des captures d'écran d'un fichier PDF qui réunissent ce dont elle a souhaité te partager. J'ai décidé de ne pas lire avant, donc je vais découvrir les textes au fur et à mesure et je vais essayer du coup d'avoir une lecture fluide. Je remercie d'avance cette femme de partager son regard sur la résilience et tout simplement, belle écoute à toi. Allez, c'est parti. Née en 1970, seconde d'une fratrie de 4 enfants non désirés, ma mère a eu 3 grossesses, 3 naissances en 22 mois. Ma sœur aînée et mon frère, le cadet, né 4 ans après moi, étaient les préférés car désirés ou presque. Ma sœur et moi, les deux du milieu, à 10 mois d'écart avec moi, avaient subi le même sort. Depuis mon plus jeune âge, je ne me souviens que de brimades, rejets, insultes, humiliations, coups, majoritairement de la part de ma mère et aussi de mon père. En plus de tout ce que j'ai vécu avec mes parents, je ne m'intégrais pas à l'école. Peut-être étais-je trop repliée sur moi-même, je ne devais pas refléter la joie et vivre et ne m'imaginais pas intéressante ni à la hauteur auprès des autres. Je trouve bien dommage que mes instincts m'aient enfoncée et aussi humiliée plutôt que d'ouvrir les yeux sur ma détresse. Je pense que le corps enseignant n'est toujours pas formé pour détecter ces gamins qui vont mal et qui sont en échec scolaire à cause de ce qu'ils subissent chez eux. Malgré tout, bizarrement, j'aimais être à l'école car c'était moins pire qu'à la maison. Mon père, émigrant en France à 17 ans, parti de zéro, était très travailleur, avait soif de réussite. Il a beaucoup travaillé, nous a fait beaucoup travailler aussi pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Le malaise que j'avais en moi s'en est évidemment ressenti de mon comportement. Nous avons vécu longtemps dans un mobil-home sans confort le temps que nous retapions une maison. Les commodités que nous avions droit, ma sœur et moi, c'était dehors à l'air libre dans un endroit trop retiré, mais où l'on pouvait malgré tout être vu. J'avais très peur d'y aller, donc je me suis malheureusement mise à souffrir d'énurésie, que je ne connais pas. Je devais avoir 7 ans. Pour me punir, ma mère me mettait dehors ma culotte sale en guise de bonnet sur la tête. Le reste de ma famille utilisait un seau hygiénique que nous n'avions pas le droit d'utiliser, mais que nous devions vider et nettoyer pour leur confort. Les résultats scolaires étaient en résonance avec le reste. Ma mère nous frappait pour nous faire rentrer dans le crâne ce que nous aurions assimilé sans les violences physiques. J'étais spectatrice des coups de règle en fer qu'elle affligeait plus à ma sœur qu'à moi. J'étais terrorisée pour elle et ne pouvais apprendre correctement dans ces conditions. Donc entre cela, les yeux fermés et la méchanceté des instits en primaire, les résultats scolaires étaient un échec. En fin de primaire et collège, nous devions assurer toutes les tâches quotidiennes sans exception et tous les animaux à nourrir et nettoyer une petite ferme, les immenses jardins avant de prétendre faire nos devoirs scolaires que nous n'avions bien sûr pas le temps de faire. Nous nous sommes fait reprocher souvent et fait battre à sang à coups de ceinture parce qu'ils ne comprenaient pas d'avoir des filles aussi nulles à l'école. Il y a des événements que j'ai un peu mal à situer dans le temps. Ma mémoire traumatique fait son travail. Je pense que je n'en avais pas encore 10 ans quand mon père a commencé les attouchements sexuels. Mon souvenir de son premier geste déplacé, c'était un soir. Je bricolais avec lui dehors et ma première vraie peur, c'est quand il m'a amené travailler sur l'un de ses chantiers. Là, non seulement il m'a attrapé dans le camion l'après-midi et nous sommes tombés en panne de carburant sur le trajet du retour le soir. À ce moment-là, il m'a fait peur pour la deuxième fois de la journée, et pour 2 raisons. La première est qu'il a posé de nouveau ses mains sur moi et qu'après il m'a laissé seule dans le camion le temps qu'il parte. Je ne sais où pour trouver du gasoil pour nous dépanner. Souvenir d'une sombre journée d'hiver et de cet instant glauque seul dans le noir dans ce camion. Je me souviens très jeune, je devais avoir une dizaine d'années, je voulais me pendre car mon existence me pesait.
Je pense que je n'avais pas une journée de répit. Je me vois encore chercher une corde dans un bâtiment en imaginant le scénario. Ce qui pourrait faire sourire, c'est la pensée que j'avais de me dire qu'il ne valait mieux pas pour moi que je le fasse, car sinon je me loupais, j'allais me faire tuer par mes parents. Voici les très grandes lignes de ma vie chez mes parents, où mon quotidien a été, je ne trouve pas le mot pour le qualifier. J'ai une très grande mémoire d'une multitude de détails et de faits. Les abus de mon père ont duré jusqu'à mes 19 ou 20 ans. Il avait une emprise incroyable sur nous, nous avions très peur de nos parents. Je pense pouvoir qualifier mon père de pervers. Il avait et a sûrement encore des perversions que j'ai découvertes au fil des années et qui pour certaines m'interpellent encore. Nous avions 2 immenses jardins que nous devions entretenir rigoureusement. Une chose qui aurait dû faire réagir notre mère, c'est que lui nous collait dans l'un d'entre eux et notre mère dans l'autre. Il nous conseillait fortement de jardiner en soutien-gorge, sinon il nous enlevait le t-shirt lui-même, ceci afin que nous bronzions mieux. Lui, plutôt que nous aider, faisait des navettes entre chaque jardin et en profitait pour nous toucher. Ma mère dit n'avoir jamais rien vu, rien entendu, et pourtant je ne compte pas le nombre de choses qu'elle aurait pu voir ou entendre, nos cris, les soutiens-gorge qu'il m'a déchirés en me violentant. En fait, je pense qu'elle ne voulait pas voir. Elle le laissait m'amener sur ses chantiers pour travailler comme cela l'était débarrassé de moi et de sa perversion à lui. Ça la laissait respirer. Comme elle ne nous avait pas désirés, elle ne nous aimait peut-être pas, ou s'est trouvée dépassée, perdue. Ma sœur et moi n'avons jamais reçu de gestes de tendresse, de paroles d'encouragement. Elle nous embrassait le 1er janvier et le jour de la fête des mères. Pendant un temps, elle essayait de me convaincre et de convaincre mes frères et sœurs que j'étais une folle. Je ne compte pas non plus le nombre de fois où elle m'a dit que j'étais grosse et moche à tel point que personne ne voudrait jamais de moi. J'ai découvert plus tard que je n'étais pas si nulle que ça. Il était donc impossible de lui parler des agissements de mon père, car elle ne semblait pas disposée à nous soutenir. Mon père, nous devions l'embrasser tous les soirs. Il était assis à table près de ma mère. Nous défilions pour lui faire chacun une bise et bien évidemment, j'ai le droit à une main aux fesses ou sur les seins. De par ces faits et gestes, j'ai longtemps gardé des traumatismes, il m'en reste. J'ai malheureusement été confrontée à des hommes bizarres dans ma jeune vie. Je me suis souvent fait peur, fait aborder par des pervers aux propositions qui me glaçaient, des hommes qui me mettaient très mal à l'aise, croisés au détour d'une rue. Je les attirais. Mes échappatoires ont été la musique que j'écoutais. J'aurais aimé en jouer, mais interdit. Ma mère me refusait les loisirs. Nous refusait les loisirs à ma sœur et moi, car nous n'étions pas assez intelligentes pour le mériter. Tout comme le coiffeur. Sous prétexte que nous n'étions pas intelligentes et pas belles, elle s'improvisait coiffeuse. Les autres avaient le droit au coiffeur. Ma vie, c'était les animaux, auxquels je parlais toujours. Cela m'est resté. C'est à eux que je me confiais. Eux seuls me comprenaient. Évidemment, je passais encore pour une débile car il ne fallait pas être normal pour parler à des lapins, des cochons, des moutons. Nous devions être liés avec le temps que nous passions ensemble. Pour ce qui était de ma vie de femme, après quelques déboires et mauvais choix amoureux, j'ai épousé un homme de 12 ans, mon aîné. Nous sommes actuellement en divorce. C'est un mariage pour les papiers enfants maison. Nous nous sommes accompagnés. Ma psychologue en déduit que j'ai dû aller vers lui parce que c'était calme et non violent. Nous avons la chance d'avoir 2 beaux enfants. Nous n'avons évidemment jamais été fusionnels, nous avons construit une vie matérielle sans paroles enrichissantes. Je n'ai jamais pu lui parler de mon enfance et surtout des abus de mon père. Il l'a entendu quand je lui ai dit que j'allais mal et que j'ai demandé le divorce, mais il n'a pas approfondi le sujet et n'avait pas d'obligation de le faire. Lui n'a jamais cherché à me questionner sur mes blocages dans notre vie intime. Il est, je pense, encore plus enfermé que moi dans son passé. Je n'étais pas à ma place. Point négatif de cette vie, j'ai eu des séquelles physiques et morales. Elles sont souvent les mêmes pour les nombreuses personnes dans mon cas. J'en ai beaucoup moins maintenant. Sensibilité, procrastination, humeur changeante, colérique, maux de dos, de cervicales, troubles alimentaires. La privation de nourriture fait partie des punitions ou à l'inverse, l'obligation de manger en espérant me rendre grosse. Ça laisse des séquelles. Aphthose à répétition, infection, tendance à parler beaucoup, pas sur les autres, mais parler pour combler les vides, les blancs. Cela était un moyen de détourner l'attention de mes parents. En les occupant, en leur parlant, j'espérais détourner ou retarder pour elle l'instant où elle aurait pu me frapper ou autre, et pour lui retarder l'instant où elle allait m'agresser sexuellement. Ce qui m'a le plus peiné, c'est de n'avoir pu mettre au monde mes enfants par voie basse et de n'avoir pas réussi à les allaiter car les pires déblocages étaient situés sur ces zones de mon corps. Point positif.
travailleuse, débrouillarde, indépendante, maman très aimante, respectueuse et présente. Il m'a fallu une première thérapie à la naissance de mon aîné pour m'assurer que j'étais capable d'être une bonne maman. J'avais peur de le tuer au départ. Généreuse. Esprit d'analyse, de compréhension, ce qui permet d'éviter d'être dans le jugement de l'autre. Sixième sens très développé, spiritualité développée, que je travaille au mieux pour pouvoir m'aider et surtout aider les autres. La meilleure qualité, c'est peut-être la résilience. Et bravo à toi. En fait, ça fait prétentieux de s'estimer des qualités, mais pas du tout. Résilience, donc c'est sa définition. Je vais essayer de rester calme jusqu'au bout. Je ne connaissais pas vraiment ce mot jusqu'à il y a 5 ans en arrière. Je me suis enfin décidée à faire une thérapie pour moi. Et après avoir déballé les grandes lignes de ma vie, ma psychologue me dit « Vous êtes sacrément résiliente ». Ah bon, peut-être. Bah oui en fait. Sinon, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Y a-t-il eu un réel déclic chez moi pour cette résilience? Je me dis que j'ai peut-être vécu en parallèle avec elle pour m'être dès mon plus jeune âge appuyée sur elle et relevée. L'événement de mon changement, mon évolution et ma vraie résilience remontent il y a 5 ans. La libération de ma parole. J'ai enfin trouvé l'oreille, la personne que la vie a à plusieurs reprises mise sur mon chemin, celui en qui j'ai eu confiance. Celui qui a su m'écouter, me booster, me pousser dans mes retranchements. Cette personne n'est autre que celui qui a été mon premier amour et celui qui était mon amoureux au collège. Nous étions l'un et l'autre déjà des brisés de la vie à cette époque et nous ne nous le disions pas. Il a fallu que le destin nous remette sur le même chemin et nous permette de nous retrouver environ 33 ans plus tard. Lui ayant avant moi libéré sa parole me raconte un jour par messagerie ses blessures de vie. J'ai su à cet instant qu'avec lui je pourrais enfin libérer tout mon mal-être. J'ai enfin réussi à dire ce que mon père m'avait fait. Je pensais pourtant vivre longtemps avec ce secret. Ces retrouvailles ont été un tsunami pour moi. Cette libération de ma parole a révélé la femme que je suis. J'ai enfin su dire non à mon mari et su refuser des rapports intimes façon devoir conjugal où je souffrais et serrais les dents en me retenant de le frapper. J'ai pu aussi raconter le principal à mes enfants. Je les ai mis en garde pour briser la chaîne, car il y a eu dans la famille de ma mère des faits d'inceste des grands frères sur leurs sœurs et des faits d'inceste dans la famille de mon ex-mari aussi. Mes enfants ont quand même leurs 2 grands-pères incestueux. S'en est suivi une grande remise en question de mon quotidien, de la vie que je vivais sans but. J'ai pris la décision de reprendre une psychothérapie et de quitter ce mari, ce que j'ai mis 4 ans à faire par peur d'agir. Ma résilience, je ne ressasse plus ce passé, l'histoire qui m'a construite. J'ai changé ma vie, je me suis enfin épanouie dans ma vie de femme, je prends les jours comme ils viennent, j'ai pardonné, c'est aussi une grande aide pour poursuivre sereinement. Je suis heureuse, simplement. Laurence. Elle tient à préciser qu'elle n'a pas écrit pour se plaindre, mais juste pour raconter. Elle a conscience qu'il y a des histoires tellement plus graves que la sienne et des personnes qui n'ont pas eu la chance qu'elle a eue, d'avoir de l'aide pour rebondir, et elle remercie ceux qui vont écouter son histoire. Moi, je la remercie de l'avoir raconté, son histoire, et de m'avoir fait confiance parce que c'est quand même très intime ce qu'elle raconte. Je trouve que c'est un très beau témoignage qui au même titre que beaucoup d'autres, infuse et émane une force de caractère incroyable. Et j'espère que je ne vais pas être tentée de craquer à chaque témoignage que je lirai. Mais je trouve que c'est une très belle histoire. L'histoire d'une femme qui a subi énormément et qui aujourd'hui a une force à laisser son histoire publique pour inspirer d'autres et qui tout simplement s'est relevée et aujourd'hui connaît des jours heureux comme elle le peut et a rencontré son propre bonheur. Donc personnellement, je la félicite pas parce que je sais pas si on peut dire féliciter, mais je lui tire mon chapeau parce qu'il faut une force incroyable. Mais comme je dis souvent, tout le monde a cette force, mais un jour il faut accepter de la rencontrer et il faut accepter de se tenir main dans la main et de faire ce qu'on peut au moment où on le peut. Donc voilà, merci à elle et merci à eux, à tous qui écouteraient cette vidéo et qui la feront tourner pour faire voyager cette résilience que cette femme a ressentie au plus profond de ses tripes. Belle fin de journée à tous et à très vite pour un nouveau témoignage.